que je vous propose, moi, c'est de vous faire un exposé, et bien ensuite qu'on fasse des questions-réponses parce que forcément, mon exposé, il va être plutôt général. Il y a certainement des points qui vous intéressent, vous, plus particulièrement, et sur lesquels j'essaierai de répondre. Pour commencer, si vous voulez, parce que le thème, c'est risques cyber et gestion de crise en entreprise, je crois qu'il faut remonter, il faut très vite, je ne vais pas vous bassiner sur ça, parce que vous connaissez tous plus ou moins, mais il faut bien comprendre que nous sommes, et vous le vivez beaucoup plus encore que nous sommes dans un monde qui a radicalement changé depuis les années 90 par l'arrivée de plusieurs éléments successifs. Le premier, ça a été l'arrivée du numérique, c'est-à-dire la capacité, au début c'était un balbutiement grâce aux ordinateurs, de tout synthétiser sous une forme binaire, 0 et 1, et ça permettait de stocker, de réfléchir, de travailler. Le numérique a été une découverte qui, grâce aux outils que nous avions à l'époque et qui sont améliorés sans arrêt, nous a ouvert des possibilités inconnues. Mais très vite après, il y a eu un deuxième élément très important qui a été inventé par les Français, tout le monde l'ignore, mais c'est l'Internet. Internet a été inventé par un Français, M. Pouzin, mais malheureusement, comme toujours en France, on ne l'a pas pris au sérieux. Les Américains ont racheté, ont pris les techniques, les ont développées, en ont fait l'Internet d'aujourd'hui. Et entre parenthèses, il a fallu attendre que la reine d'Angleterre décore de l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu M. Pouzin il y a 5 ans, pour qu'on découvre que c'était lui le père de l'Internet. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Donc il y a eu l'Internet, et l'Internet a bouleversé parce que d'un côté on avait le numérique qui nous permettait de stocker, qui nous permettait de synthétiser, mais d'un autre côté on a eu cet Internet qui nous permettait de transmettre dans tous les sens. Pour la petite histoire, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que moi je suis bien du monde du renseignement, il faut savoir que l'Internet de départ, donc comme vous le savez tous, l'Internet, il y a 3 niveaux. Il y a le web, le deep web et le darknet. Ce que l'on ne sait pas en général. Bon, le deep web, c'est simplement l'accumulation de ce qu'on met dans le web, et qui progressivement, au fait de l'accumulation de tout ce qu'on y met, descend. Mais il existe toujours, ce qui fait qu'on a toujours la capacité de retrouver dans le deep web des choses qui se sont passées, qui ont été dites, qui ont été échangées il y a des années. Je vous rappelle ici, il n'y a que les imbéciles pour croire qu'on peut effacer quelque chose dans le web, en particulier les photos. Tout reste. Et si chez nous, pour des raisons de loi, comme la RGPD, on protège au niveau européen, rien n'empêche des gens dans d'autres pays où il n'y a pas ces lois de stocker des informations qui sont considérées comme personnelles chez nous. Il ne faut jamais l'oublier. On n'est protégé que relativement par les lois, je le dis puisqu'on est ici avec des juristes ou des futurs juristes. Il est très important de bien savoir que l'Internet n'a pas de frontières. J'y reviendrai tout à l'heure. L'Internet n'a pas de frontières. L'Internet, ça circule dans tous les sens. On peut travailler sur une zone, on peut travailler sur la région de Nice, sur des gens situés à Nice, en étant en Alaska ou au Baloutchistan. En Alaska ou au Baloutchistan, toutes nos règles ne s'appliquent pas. Donc ça, c'est le problème. Le darknet, qui est ensuite devenu le repère des voyous, il faut savoir qu'au départ, ça avait été inventé pour les services de renseignement américains. C'était un moyen qu'ils avaient trouvé pour pouvoir dialoguer avec leurs espions et leurs correspondants dans le monde entier sans que personne ne puisse le savoir. Parce qu'avant, on passait par des systèmes de radio, on passait par des systèmes de petits papiers, comme les mafieux italiens, on faisait plein de trucs. Mais à chaque fois, tout le monde se faisait prendre. Avec le darknet, c'était impossible, puisque jusqu'à ces dernières années, comme vous savez, on ne pouvait pas, il n'y avait qu'un seul logiciel qui rentre dans l'attaque, un seul programme, c'est le Tor. Et le Tor, vous allez uniquement à un endroit précis parce qu'il ne vous amène pas ailleurs. Vous ne pouvez pas balayer ou scanner comme vous le faites avec un moteur de recherche. Bon. C'est en train de changer parce que, justement, après les services de renseignement, les voyous ont compris l'intérêt, les sociétés mafieuses ont compris l'intérêt du darknet, se sont mis à l'utiliser à très grande échelle et à tel point
qu'à ce moment-là, les grands opérateurs se sont mis à chercher et ont trouvé des systèmes pour pouvoir aller chercher des sites et identifier des gens, enfin, selon leur pseudo, hein, dans le Darknet, ce qui fait que maintenant, contrairement à ce qu'on dit, le Darknet n'est plus du tout sûr pour les voyous et les autres. Fort heureusement, et je vous en parlais tout à l'heure, parce que ça nous permet de suivre et de comprendre un certain nombre d'opérations qui sont faites aujourd'hui par les hackers dans le monde entier. Internet a multiplié les capacités, bien sûr, avec le numérique et bien sûr le matériel qui allait avec. Mais il est arrivé derrière un autre volet, là, depuis quelque temps simplement, et là on est au cœur ici, dans cette maison, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui multiplie les capacités du numérique et qui multiplie également les capacités à travers l'Internet et tous les systèmes. Alors, je voyais tout à l'heure affiché dehors là, que l'intelligence artificielle, en 2029, elle serait plus intelligente que l'homme. Bon, personnellement, mais si je ne dis pas, parce que je l'ai vu, mais je vous dis, moi, j'y crois pas du tout. Je fais partie de ceux qui n'y croient pas du tout, parce que jusqu'à maintenant, personne n'est capable de reproduire le cerveau humain, qui est beaucoup plus compliqué que tous les systèmes neuronaux, comme les systèmes neuronaux qu'on utilise en intelligence artificielle. Donc il faudra, à mon avis, beaucoup plus de temps, et je crois que c'est un peu un rêve de prométhéen, hein, de s'imaginer qu'on pourra un jour remplacer. Il faudra toujours, je pense qu'il faudra toujours un être humain au départ. Après, pour faire des choses qu'on peut éviter de faire à l'être humain, tant mieux. C'est un peu le système des robots dans les usines. Il y a 100 ans, les gens travaillaient à la chaîne, c'était un boulot terrible, abrutissant, et pas drôle du tout, et les pauvres gens, mais ils n'avaient pas le choix. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que quand vous allez dans des usines japonaises, il n'y a plus que des robots, il n'y a plus personne, il n'y a que des ingénieurs qui ont conçu les robots et qui les pilotent. Ce n'est pas du tout le même niveau. Et entre parenthèses, c'est en train de se passer partout. Hein, hier soir, je faisais une conférence sur le domaine de la sécurité. Aujourd'hui, on a des gardiens encore qui continuent à faire les usines, mais ça y est, il arrive des espèces de petits robots, ces espèces de grosses souris qui se baladent de manière erratique dans les usines et qui, à la différence du gardien qui, lui, regarde, tourne des clés, hein, et à partir de là, fait son tour pour impressionner les voyous et se fait assommer régulièrement. Hein. Là, par contre, le petit engin, il détecte la chaleur, l'odeur, il détecte tout. Donc, il sait immédiatement qu'il se passe quelque chose. Il est beaucoup plus efficace que l'individu. Et à ce moment-là, le gardien qui, avant, faisait sa tournée, il est certes beaucoup plus qualifié, mais il est devant des écrans et il surveille ces petites machines qui se baladent partout. En plus, il est mieux protégé. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant 2 ans avec le Covid, hein? Et ça, on a eu une accélération de quelque chose qu'on savait, parce qu'on l'avait vu venir déjà en Californie, hein, dans les GAFAM en particulier, ça a été la possibilité du télétravail. C'est-à-dire, après le développement des outils nomades, hein, avant on avait des gros ordinateurs, après on a eu des ordinateurs portables, comme vous tous, on a eu des smartphones, on a eu plein de choses qui nous ont permis de nous déplacer partout et de travailler. Mais c'était encore dans un cas, on travaillait essentiellement dans des bureaux en utilisant des ordinateurs qui se branchaient sur le serveur de l'entreprise. Là, le télétravail, le distanciel, et on a été contraint et forcé de le faire, a accéléré un processus qui est à l'évidence l'avenir, à savoir, il y a toute une série de métiers qui se feront avec une grande partie du travail en distanciel, parce qu'on n'a plus besoin de travailler dans une usine ou dans des bureaux. Tout ne sera pas remplacé, parce qu'il y a des travaux, par contre, qu'il faudra toujours faire à l'usine ou dans le bureau, mais la majeure partie va se faire différemment. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que lorsqu'on prend chaque étape de tout ça, on a créé de nouveaux risques. Avant, quand on n'avait pas le numérique, on stockait tout sur des archives de papier. Et les entreprises, elles avaient des stocks de papier dans des caves, dans des trucs. C'était toutes les archives de l'entreprise. Les États aussi gardaient tout. Avec le numérique, on a commencé à stocker dans des formes beaucoup plus petites, puisque sur un disque, hein, sur un petit disque, sur une clé USB à l'époque, hein, sur une clé USB, on pouvait avoir des quantités d'informations stockées.
hein. Vous pouviez avoir le travail, tout un dossier complet, toute une étude, une thèse, pour prendre par exemple ce qui se fait au niveau des universités. Eh bien, une thèse, elle tenait sur une clé USB avec tout ce qui avait été fait. Bon, évidemment, c'est très facile de se promener avec sa clé USB. Donc, ça a changé complètement par rapport à avant. Il fallait transporter des cartons et des cartons de papier. Mais la contrepartie, c'est que puisque c'est tout petit, c'est facile à prendre. C'est facile à voler. Une clé USB, c'est facile à voler, mais c'est aussi facile à récupérer ou à copier. On a eu les smartphones, c'était génial. Quand on pense que dans un smartphone, aujourd'hui, il y a plus d'intelligence, il y a plus de matériel, il y a plus de technologie que dans les capsules qu'on a envoyées sur la Lune avec des hommes dans les années 60, hein, on voit les progrès qui ont pu être faits. Mais la contrepartie, c'est que vos smartphones, on y met quantité de choses dessus, ça devient un outil formidable, puisque, je ne sais pas si vous savez, ça qu'un Français, toutes les 6 minutes, tous les jours, utilise son smartphone, en moyenne. Sur la moyenne des Français. Comme il y en a qui ne les utilisent pas, ça veut dire qu'il y en a que c'est toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Donc, et quand on pense que ces smartphones n'existaient pas en l'an 2000, regardez en 20 ans le parcours qui s'est fait. Il n'y a pas qu'en France, hein, dans quantité de pays. En Afrique, moi je vois dans les pays africains du Sahel, où il n'y a pas de liaison téléphonique, eh bien, par le smartphone, aujourd'hui, tout le monde est relié, hein, tout le monde est relié à l'extérieur. Ils ont tous des smartphones et en plus, ils sont en avance par rapport à nous puisqu'on paye tout avec le smartphone en Afrique. Il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a pas d'argent liquide, on paye avec le smartphone. Donc on voit bien comment tout est en train de changer. La contrepartie, c'est que bien entendu, si on vous pique votre smartphone, si on vous met une petite bête dedans qui va récupérer un certain nombre d'informations, bah vous êtes très mal. Et entre parenthèses, tous les smartphones, je le dis parce que les gens d'Apple disaient qu'on ne rentrait pas chez eux, c'est pas vrai. Hein, Pegasus en a fait la démonstration. Tous les smartphones, on peut rentrer dedans, c'est assez facile. Il y a des logiciels aujourd'hui impressionnants et en définitive, on peut pas. Il y a des gens, et la DGSI fait ça très bien quand ils font des démonstrations. On se met ici et puis en 10 minutes, on prend le contrôle de 3 ou 4 smartphones dans la salle. Hein. C'est facile, hein, c'est très facile. Et en plus, ils marchent même quand ils sont éteints. Hein, on les utilise pour écouter avec vos micros. On peut, avec certains logiciels, un smartphone éteint nous sert pour pouvoir entendre ce qui se dit dans la salle où votre smartphone est éteint. C'est pour ça que chez les grands avocats d'affaires, par exemple, eh bien, tout le monde laisse ses smartphones en dehors de la salle de réunion quand on rentre, hein, et on ne les récupère qu'après. Parce qu'on sait très bien que le smartphone, il s'en suffit d'un seul pour que tout le système soit piégé et que tout le monde sache ce que vous êtes en train de faire. Donc, je disais donc, le télétravail, ça a eu, avec ça, ce qui utilise au maximum ce qu'on appelle, nous, les outils nomades, hein, ça a une contrepartie, c'est que ça leur multiplié les possibilités d'interception, les possibilités de rentrer dans les systèmes, hein, je dirais, ça a brisé un certain nombre de barrières en cybersécurité, parce qu'avant, on avait des systèmes, on avait les firewalls, hein, ça c'était le b.a.-ba, c'était l'Antiquité, hein, les firewalls. On avait les firewalls, on était satisfait parce qu'on avait un truc, on pensait que ça nous protégeait. Bon, tout était très relatif, les grands professionnels y rentraient quand même. Mais après, on a mis dans les entreprises, on a mis ce qu'on appelle des SOC, hein, des barrières qui ne sont plus sur votre ordinateur, mais qui sont à l'extérieur de l'entreprise et qui filtrent tout ce qui rentre. C'est très intéressant parce que dès qu'il y a quelque chose de bizarre, eh ben, vous le repérez, vous le bloquez. Bon, le problème, c'est que quand vous avez tout le monde en télétravail avec des serveurs d'un côté, le cloud, on pourra en parler du cloud, hein, les différents types de cloud, avec les failles de sécurité qu'il y a sur les clouds, avec tous les systèmes qu'on utilise, les ordinateurs, les téléphones et autres, ben évidemment, votre système de blocage au niveau de l'entrée de l'entreprise, ça ne suffit pas, ça ne marche plus, puisque tout ça, c'est court-circuité par vos liaisons directes. Donc il faut d'autres trucs, et aujourd'hui, on en arrive, c'est la dernière technologie, hein,
on en arrive à ce qu'on appelle land response, c'est-à-dire qu'on a maintenant des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle, ça c'est très important, hein, et qui bloquent, c'est des firewalls mais à capacité multipliée, si vous voulez, par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, et qu'on met sur tous les ordinateurs, tous les portables d'un groupe industriel ou d'un service de l'État, et qui automatiquement, et très intelligemment, c'est le cas de le dire, automatiquement bloque les attaques sur votre ordinateur ou sur votre portable. Aujourd'hui, il y a une dizaine de sociétés dans le monde qui font ça. Il y en a 3 aux États-Unis, une en France, il y en a 2 en Israël, et il y en a sans doute une en Chine, d'après ce qu'on sait. Donc il n'y a pas grand-chose, parce que ça, c'est la pointe de la technologie actuelle. Mais on y va parce qu'on ne sait plus arrêter, on ne sait plus arrêter. Parce qu'on est face à une multiplication des risques de tous ordres. Et si vous voulez, et je vais revenir maintenant là-dessus, parce que c'est les risques en cyber, si vous voulez, il faut bien voir qu'on a tendance, sous la médiatisation, avec la médiatisation, on a tendance à croire qu'il y a quelques risques bien identifiés, mais que bon, c'est pas... En réalité, les risques, d'abord, il y en a des quantités et ils évoluent tout le temps. Pour vous donner quelques exemples. Au départ, le risque, c'était simplement un piratage de données. Hein, on rentrait dans votre ordinateur et on vous piquait des données. Ou alors on vous piquait la clé USB que vous utilisiez à l'époque, et puis avec cette clé USB, on était content, on avait récupéré l'info qu'on voulait. C'était relativement simple, c'était un vol comme un autre, un détournement comme un autre. Ça se faisait essentiellement à travers des entreprises voyous, hein, qui allaient chercher les infos chez les autres, et les États. Parce que les États, la plupart des États du monde, malheureusement ou heureusement, pour aider leurs entreprises, n'hésitent pas à pirater des informations d'entreprises étrangères. Et là, ne croyez pas qu'il n'y a que l'ennemi, c'est-à-dire le chinois ou le russe. D'après, à l'époque où il y avait les renseignements généraux en France, en 2013, l'étude avait montré que 50% des attaques entre les entreprises en cyber étaient faites par des Français contre des Français. Et dans les 50% restants, 30% étaient faites par des alliés contre la France et 20% par nos ennemis. Donc vous voyez qu'il faut raison garder quand on vous dit attention aux Chinois et à Huawei, méfiez-vous autant de Cisco aux États-Unis que de Huawei de l'autre côté. Hein, ou de Pegasus, pour prendre les Israéliens qui ont brillé récemment avec tout ça. Et qui continueront à briller d'ailleurs. Donc je vous dis ça parce que donc vous avez au départ, c'était du piratage. Et puis, ça a évolué. Ça a évolué parce que les voyous ont compris que ça rapportait beaucoup plus d'argent, avec beaucoup moins de risques, de faire des attaques cyber que d'attaquer les fourgons postaux. Et entre parenthèses, il faut vraiment être un imbécile aujourd'hui pour attaquer un fourgon postal au bazooka ou à la mitraillette, parce que vous risquez d'abord de vous faire tuer, vous avez toutes les chances de vous faire prendre, ça va vous coûter 30 ans de prison, alors que vous attaquez une entreprise, vous lui piquez ses fichiers dans une attaque informatique faite d'un pays étranger, pour ne pas tomber sous la loi française. Vous piquez le fichier et vous le revendez à des concurrents, ça rapporte énormément d'argent. Et vous ne risquez rien. Pour vous donner un exemple technique, si vous voulez, Domino Pizza. Domino Pizza aux États-Unis, c'est intéressant, vous allez voir. Il y a 5 ans, les hackers ont attaqué la société Domino Pizza, qui vend des pizzas aux États-Unis, comme il y a des sociétés de pizza en France, et qui avait 15 millions de clients. À la différence de la France, quand vous êtes client, la société peut stocker vos données, mais aussi vos numéros de carte de crédit. D'accord ? Ça, c'est la caractéristique américaine. Bon. Domino Pizza se fait piquer son fichier client. Évidemment, on le voit réapparaître sur le Darknet et il est vendu à des concurrents qui disent que ça peut être une bonne affaire. Bon, vendu très cher.
Mais on a vu un autre truc derrière. C'est que sur le Darknet, ils ont revendu les fichiers également à d'autres pour faire d'autres opérations. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils ont un fichier, ils l'ont vendu à des concurrents, ils ont fait de l'argent, et après ils l'ont vendu à des gens qui allaient faire du ransomware, c'est-à-dire faire de la rançon, demande de rançon. Et comment ? Eh bien, il y avait un message qui partait chez le client de Domino Pizza, qui lui brouillait son écran. Classique, c'est le système du ransomware. Deuxième temps, un message apparaissait disant « On vous a piraté votre écran. Si vous voulez le revoir, vous payez en bitcoin 100 $. C'est pas cher, 100 $. Et puis, effectivement, à ce moment-là, on payait 100 $ en bitcoin à l'endroit qui était prévu et automatiquement, 5 minutes après, vous aviez de nouveau votre écran qui était clair. Voilà l'opération Domino Pizza. Alors, combien on gagne quand sur les 15 millions d'adresses, il y en a à peu près, d'après les estimations du FBI, 30%, c'est-à-dire 5 millions qui payent 100 $. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup d'opérations de voyous traditionnelles qui peuvent rapporter autant ? Vous voyez ? Donc, on comprend pourquoi, maintenant, la grande criminalité est en train de lâcher tout le reste pour basculer dans le cyber. Je vous ai dit, il y a les entreprises, pas claires et qui essaient de récupérer, qui font de l'espionnage, qui vont les récupérer des informations. Et puis, vous allez avoir les États qui, pour de différentes raisons, vont faire la même chose. Donc, en définitive, nos données sont la cible de quantité de gens qui ont des intérêts variés. Alors, on a vu dans les entreprises, puisque je dois vous parler des entreprises, on a vu dans les entreprises en France, par exemple, il y a de ça 5-6 ans, 6 ans, pardon, on a vu arriver un drôle de truc, même 7 ans, pardon, on a vu arriver ce qu'on appelait l'escroquerie au président. L'escroquerie au président, ça va me permettre de vous expliquer un certain nombre de choses sur comment ça se passe. La finalité, c'est le directeur financier ou le chef comptable de la société qui reçoit le vendredi soir à 18 h un message du président sur Internet global, et qui lui dit Dupont, Durand, Françoise, ou comme vous voulez, versez immédiatement un montant très important à tel compte en banque en Suisse, au Liechtenstein ou ailleurs. Comme vous savez, c'est dans le cadre de l'opération très secrète que nous sommes en train de négocier. Que fait le malheureux qui reçoit ça ? Il est 18 h. Il appelle bien sûr son président, la somme est énorme. Il appelle le président, il n'est pas là. Il appelle le directeur général, il n'est pas là. Il dit, bon, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et donc, il va organiser, en donnant un mal de chien, il va faire le virement en question, et quand lundi matin, il va voir le président, il va lui dire « Ah, vous allez être content, vendredi, vous avez vu, j'ai réussi à envoyer l'argent. » Et l'autre va devenir en face tout blanc en disant « Mais quel argent et pourquoi ?» Parce que comment ça se passe ? En moyenne, 220 jours avant, selon ce que étudiait le Gartner, qui était une référence américaine. 220 jours avant l'attaque, les hackers rentrent dans le système, dans votre système, et ils commencent à tout regarder. C'est-à-dire qu'ils regardent les fichiers, ils regardent les adresses, ils regardent les recettes, ils regardent tout ce qui peut être intéressant à vendre ou pas. Bon. Et puis, ils regardent surtout comment fonctionne l'Internet et l'organisation de la société. Donc, par exemple, ils récupèrent les emplois du temps de chacun pour savoir où sont les dirigeants tel jour ou tel autre. Ils vont récupérer les formules. Par exemple, un président, un directeur général ou autre. D'ailleurs, chacun, il y a des formules dans les entreprises, pour les références, pour les modes d'expression. Il y en a dans lesquels on dit à la fin bien à vous, il y en a d'autres où on met rien du tout. Il y en a où on tutoie, il y en a où on met vous. Enfin, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ils apprennent tout ça. Ils décodent tout, ils regardent tout. Et au bout de à peu près donc, de 200 jours, ils connaissent parfaitement l'entreprise,
Ils savent comment le président parle au directeur général, au financier, comment le directeur commercial parle à l'autre. Ils savent comment ça marche et ils savent aussi quand est-ce qu'ils s'en vont. Et le jour où le président est parti en week-end, et on le sait parce qu'il y a eu des échanges sur les mails intérieurs, en disant « je ne serai pas là cet après-midi », ils savent le moment où les dirigeants ne sont plus là, et c'est là où ils vont faire l'attaque, en employant tous les termes qu'emploierait le président pour y arriver. Ben, je peux vous dire que ça marche. Alors, il y a des gens qui vous disent « mais nous, on est bons ». Hey. Michelin, que je considère comme une des meilleures sociétés françaises sur le plan de la défense, de la sécurité et la sécurité. Ils se sont fait piquer 30 millions d'euros comme ça. 30 millions d'euros, c'est pas rien. Hein? Et en total, je vous donne le chiffre officiel, entre 2014 et 2017, 420 millions d'euros ont été subtilisés aux entreprises françaises du CAC 40 par cette opération. Vous voyez ? Et je vais ajouter un truc, c'est que, en plus, on sait qui faisait le coup. C'était les gars qui avaient fait le coup de la taxe carbone avant. Vous savez qu'il y a une escroquerie en France monumentale, il y a 20 ans sur la taxe carbone. Enfin, vous le savez, vous ne le savez pas. Il y a des gens qui ont gagné des milliards. Il y a eu aussi pas mal de morts parce qu'ils se sont battus entre eux pour récupérer les fameux milliards. Mais on connaissait les gars qui avaient fait le coup. Et ces types-là, ils étaient le juge, on savait où ils étaient en Israël. Le juge Boulouk, je vous donne le même nom du juge, a été en Israël pour les voir en leur disant, vous savez, ça commence à bien faire, on sait que c'est vous qui avez monté toute cette escroquerie, pour les Français en tout cas, l'escroquerie au président. On le sait, donc vous avez intérêt à faire attention. Réponse, on s'en fout, on n'extradie pas, il n'y a pas d'extradition entre Israël et la France. Donc vous ne pouvez pas nous attraper. Autrement dit, tout ça, c'est des problèmes juridiques. Hein. Bon. Ce que je vous dis là, bon, alors heureusement, pour ça, c'est ça fait quand même plaisir. Il y en a un qui a fait la bêtise de sortir du pays pour aller voir des copains en Suisse. Évidemment, on l'a piqué dans l'avion. Ça, on n'allait pas le louper quand même. Mais un seul. Les autres sont toujours là-bas. Et à mon avis, ils ne sortiront plus. Hein, c'est un peu comme Carlos Ghosn. Il est peut-être libre, mais il ne peut plus sortir du Liban. Hein. Et vous avez vu que le Liban, c'est pas terrible actuellement. C'est comme ça. Vous voyez, je vous donne l'exemple pour vous montrer ce que c'est que les voyous qui attaquent. Mais quand vous regardez, par exemple, la dernière affaire Pegasus, vous l'avez lu tous, je pense, hein, vous l'avez vu. Bon, Pegasus, c'est très intéressant, parce qu'en définitive, c'est le détournement d'un logiciel qu'utilisaient les États. Parce qu'il faut bien regarder ça, hein, on n'en parle pas assez. Les États utilisaient ce logiciel Pegasus pour écouter les dirigeants des autres pays. Hein, Pegasus permettait d'écouter le président français, la chancelière allemande et d'autres. Hein, alors vous voyez, ça a fait un scandale parce que c'est sorti comme ça, on a dit mais comment ça se fait? Bon, alors surtout ne soyez pas innocents, c'est en permanence, tout le monde essaie d'écouter tout le monde. Hein, il y a 5 ans, c'était le service secret allemand, le BND, qui écoutait les Français. Alors ça a fait un scandale. Alors tout le monde a juré que plus jamais. Hein, et puis là, il y a eu les Danois. Hein, ils ont été pris la main dans le sac aussi, ils écoutaient tout le monde. Et puis et ainsi de suite. Et là, effectivement, le logiciel israélien, le Pegasus, hein, il chope tout le monde. Sauf, et c'est là où on voit que quand même c'est des choses qui sont pilotées, c'est que même si c'est en dehors des États, c'est mal utilisé par des entreprises ou par des voyous, ou par ce que vous voudrez, hein, sur le Pegasus, il est impossible d'écouter un numéro américain. C'est-à-dire que si vous voulez, tous les numéros qui commencent par 1, les États-Unis, on ne peut pas les écouter. Et c'est comme ça que les Israéliens sont protégés. Pour éviter qu'on les poursuive, ils ont dit aux Américains, vous en faites pas, personne ne pourra écouter les Américains. Ah oui, on peut écouter tous les autres. Donc les Européens, on est mal. Vous voyez? Donc, je vous donne des exemples, et je pourrais vous en donner des dizaines, hein, parce que ça n'arrête pas aujourd'hui, pour vous dire que le cyber-risque, si vous voulez, c'est devenu quelque chose qui, dans tous les domaines d'activité, et si vous avez des questions là-dessus, je pourrais aller plus loin, dans tous les domaines d'activité, ça n'arrête pas, et l'inventivité est totale. L'inventivité est d'autant plus forte que, d'un côté,
les États et les entreprises utilisent des systèmes de plus en plus pointus. D'autre part, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent ça pour le compte des États ou pour le compte des voyous, ce qu'on appelle les black hats, les chapeaux noirs et les chapeaux blancs. Hein, vous savez, maintenant il y a les bounty. Les bug bounty, c'est les gens qui cherchent les failles par exemple, pour pouvoir attaquer, on cherche des failles dans tous les systèmes que vous utilisez. Et celui qui trouve une faille, il va le vendre. Alors, on vous dit, c'est les bug bounty, on vous dit, ils sont formidables, ces hackers, parce qu'ils le vendent à la société qui a inventé le logiciel ou aux États. Ouais. Mais il y en a au moins autant qui est vendu de l'autre côté aux voyous. Hein? Et aujourd'hui, une faille qu'on appelle 0D, c'est-à-dire une faille que personne ne connaît, qui est découverte sur un grand logiciel, aujourd'hui, ça vaut des millions de dollars. Parce que ça peut rapporter tellement que ça vaut des millions de dollars. Donc la tentation est forte. Hein, et quand vous savez que, par exemple, aux États-Unis, à côté de la NSA, qui est officielle, qui sont des fonctionnaires, vous avez 60 000 hackers qui sont payés, des mercenaires, hein, qui sont payés par les Américains pour chercher, vous vous dites tout est possible. Et quand je parle des États-Unis, j'aurais pu vous parler de la Chine, hein, parce qu'à côté de leur centrale, la PT-31, là, qu'on attaque aujourd'hui, et qui fait plein de mauvaises choses, ils ont la même chose. Hein. Et on voit bien que... Regardez, je vous donne un exemple. C'est intéressant de voir ça. Quand il y a eu l'attaque aux États-Unis, vous avez vu qu'il y a eu une attaque contre Colony Pipeline. Ils ont hacké toutes les commandes du pipe qui approvisionnait les postes à essence sur la partie ouest des États-Unis. Vous avez dû voir ça il y a quelques semaines, hein, quelques mois. Bon, panique générale, parce qu'il n'y avait plus d'essence. Donc aux États-Unis, c'était une catastrophe. Bon, les hackers ont demandé 4 milliards de dollars. La compagnie a payé. Là, on n'est plus dans des petits chiffres. Hein. Là, c'est pas le vol à la sauvette au coin de la rue. Hein. Bon. Ils ont payé 4 milliards de dollars en bitcoin, bien entendu, puisque maintenant le bitcoin est la monnaie utilisée pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, cette fois-ci, les Américains, la NSA, le FBI, ont dit ça va trop loin. Hein? Et les hackers, le groupe de hackers qui s'appelle DarkSide, eh ben, d'abord, les Américains ont récupéré la rançon, et deuxièmement, ils ont fait fermer le site DarkSide, c'est-à-dire que tous les hackers de DarkSide, ils ont été pris, et puis on leur a fait comprendre qu'il fallait maintenant arrêter leurs bêtises. C'est intéressant de voir dans le même état d'esprit. Donc vous voyez les liens entre les voyous et l'État. Parce que quand on voit, par exemple, les Russes, ils ont fait une attaque sur les Américains ont fait une attaque chez les Russes, parce que là-dessus, ça va en tous les sens. Ils ont fait par un groupe qui s'appelle Revil. 5000 systèmes d'entreprise pollués en une journée, en Europe et aux États-Unis. Bon, quand Biden a vu le président Poutine à Genève, ils en ont parlé. Et Poutine a dit arrêtez d'envoyer des attaques en Russie. Bon, c'est pas possible. À quoi Biden lui a dit, mais vous, regardez ce que vous faites avec vos groupes. Résultat, eh bien, comme par hasard, le groupe Revil, donc de hackers russes, Revil, a disparu. Le Revil 2, qui était une variante de l'autre, a aussi disparu 15 jours après. Donc on pense que Poutine les a tous fait arrêter. Donc ils savaient qui c'était, mais ils laissaient faire. Puisque ça attaquait les autres, ils l'ont fait arrêter. Mais comme je vous dis, du côté américain, ça a aussi contribué à arrêter DarkSide, puisque c'est DarkSide qui avait fait une attaque d'influence contre Poutine à Moscou. Donc, vous voyez, on est dans des histoires où tout se mélange. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, alors, quand vous êtes dans une entreprise, ben, c'est pas facile, parce que vous vous retrouvez au milieu de quantité de problèmes, avec des technologies qui s'améliorent sans cesse, des gens qui vous attaquent de tous côtés. Donc, comment faire pour s'en sortir? En définitive, le problème, il tient à deux aspects. Le premier, c'est comment je fais pour essayer de bloquer les attaques. Et le deuxième, ça va être, si je suis attaqué, comment je fais pour ne pas disparaître? La résilience, comme on dit maintenant en France. Alors,
ça implique de développer de véritables stratégies. Donc aujourd'hui, on le dit, nous, dans nos métiers, on dit que le responsable de la sécurité, qui avant était au niveau le plus bas, hein, c'était, on prenait, et c'est pas du tout péjoratif, mais on prenait un adjudant-chef de gendarmerie ou un adjudant-chef de l'armée qui avait l'habitude de gérer une dizaine de personnes et il gérait les gardiens, bien sûr. Et puis on prenait à côté une assurance et on disait la sécurité est assurée. On améliorait en mettant un contrôle à l'entrée. On était formidable. Aujourd'hui, c'est de la foutaise. C'est fini tout ça. Ça ne marche plus. Parce que les plus gros risques, ils sont ailleurs. Donc, il faut c'est pour ça que les grandes entreprises dans les grands pays, de plus en plus, font monter les directeurs de sécurité au niveau du comité de direction, ou juste en dessous, dans le 440, et qu'on voit monter le niveau, puisque de plus en plus maintenant, dans les grandes boîtes en France, par exemple, vous avez des préfets, comme directeur de sécurité, vous avez des généraux, vous avez des préfets, c'est-à-dire des gens qu'on n'aurait jamais vus dans des postes pareils il y a simplement 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on est monté en puissance, parce que le risque cyber est tellement gros pour une entreprise. Si on lui pique toutes ses recettes, l'entreprise est morte. Si on lui pique tout son argent, une partie de l'argent, l'entreprise est morte. Si on lui pique tous ses fichiers, l'entreprise est morte. Donc on est aujourd'hui, ce sont des problèmes majeurs pour l'entreprise de demain et il faut y faire face. Donc il faut développer des stratégies de sécurité et pour ça il faut des gens capables de le faire, il faut des moyens, mettre en œuvre des moyens et puis il va falloir les déployer. Dans ce cadre-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il faut sécuriser le télétravail. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sécurisé, le télétravail. Vous vous mettez en liaison avec votre entreprise, très bien, pas de problème, ou votre université, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Bon, si quelqu'un s'introduit parce que vous avez fait une fausse manœuvre, et il y a toujours des fautes personnelles, parce que vous n'avez pas fait attention et que vous avez appuyé sur le mauvais bouton, vous avez voulu regarder une pièce jointe qui n'était pas bonne, et Dieu sait si c'est souvent le cas, et ainsi de suite. Et les voyous, ou les autres, d'ailleurs, sont très malins pour utiliser des apparences de systèmes efficaces. Eh bien, bien sûr, si vous offrez une possibilité, parce que par vous, on va rentrer dans le système central. Et de même que le télétravail facilite l'entrée dans les systèmes, eh bien, de même, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans des entreprises qui sont très sécurisées, les attaquants rentrent par les sous-traitants, hein, y compris les cabinets de conseil. Un cabinet de conseil, il vient chez vous, il va faire une mission de conseil, eh bien, ils sont en général beaucoup moins bien défendus que la société. Donc, moi, hacker d'État, personnel, entreprise ou ce que vous voudrez, je vais passer par la chose. Donc, vous voyez, donc il va falloir, pour faire face à tout ça, il faut une stratégie, mais il va falloir aussi sensibiliser et former le personnel. Et ça, c'est pas facile, parce qu'on utilise tous des ordinateurs, mais on fait tous des fautes parce qu'on n'a pas bien compris tous les mécanismes qu'il y a derrière. Comment ça se passe ? On n'y fait pas attention. On se fait avoir, en définitive. Donc, il faut absolument sensibiliser les gens et les sensibiliser régulièrement parce qu'ils oublient. Tous autant qu'on est, au bout d'un certain temps, on a oublié. Donc, il faut qu'on les sensibilise et qu'on les forme à ne pas se faire avoir. Tout en sachant qu'on n'arrivera pas à 100% de résultats, c'est pas possible. Hein ? Et n'oubliez pas quand même, 90% des attaques viennent d'une erreur humaine commise par l'un d'entre nous. Hein. Ça, c'est clair, actuellement. Hein. Alors, je vous disais aussi, bien sûr, au-delà des stratégies, au-delà de la formation, de la sensibilisation, hein, il y a bien sûr aussi renforcer la sécurité du matériel lui-même. Parce que c'est vrai que c'est étonnant, il faut apprendre, hein, et mettre en place un certain nombre de règles de sécurité. Mais aussi pour le matériel, avoir des systèmes de sécurité qui vont vous permettre de freiner les possibilités d'attaque, hein, ou qui vont vous signaler des choses bizarres. Hein, le simple fait qu'il y ait une alerte et qu'on vous dise « Tiens, il y a
les gens qui ont il y a des téléphones ou il y a des adresses IP qui ont essayé de pénétrer chez vous, bon, eh ben, ça vous donne des indications. Si vous le savez, vous direz, tiens, c'est bizarre. Si vous voyez, pour vous donner un exemple, si vous voyez par exemple qu'il y a une attaque sur votre ordinateur en 2 ou 3 minutes par 500 adresses différentes, et certains systèmes de contrôle le détectent immédiatement, ben attention, c'est qu'il y a une opération en cours. Ben là, il faut prévenir tout de suite, c'est les responsables de sécurité de l'entreprise en disant attention, regardez ce qui se passe, et effectivement, alors eux, ils savent comment il faut réagir. Hein. Et puis, je crois qu'il faut aussi, c'est le digital workplace, hein, il faut aussi implanter des solutions digitalisées pour faciliter le travail de tout le monde. Et là, on revient aussi à l'intelligence artificielle, puisque c'est aidé et c'est contrôlé par l'intelligence artificielle. Alors, ce que je voulais aussi... Maintenant, je voudrais passer aux questions, parce que je ne vais pas vous... Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer dans la cybersécurité et pour le cas de la gestion de crise des entreprises, il y a les attaques, je viens de vous en parler, il y a les parades, et puis il y a aussi les moyens de paiement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est en train de devenir une monnaie utilisée par beaucoup de gens, et pas seulement par les voyous, c'est ça. Tant que ça a été par les voyous, c'était assez facile parce qu'on arrivait à repérer les flux. Mais maintenant, beaucoup de gens utilisent les bitcoins, en particulier tous les pays qui subissent les influences américaines, c'est-à-dire le risque de se faire condamner. Hein, vous savez qu'il y a des lois pour protéger les États-Unis et qui font que vous n'avez pas le droit de faire un certain nombre de choses, sinon les Américains vous attaquent et vous traînent devant leurs tribunaux. Pour éviter, comme ça se passe toujours autour du dollar et des sociétés américaines, un certain nombre de pays étrangers, la Chine, l'Iran et d'autres, ou la Russie d'ailleurs, se sont mis à utiliser les bitcoins, parce que là, il n'y a pas moyen de les contrôler. Donc on contourne la difficulté des lois extraterritoriales américaines. Bon. Ce qui fait que donc il y a de plus en plus de gens qui utilisent le bitcoin, et les voyous, eux, ils ont progressé parce qu'au départ, ils se faisaient piéger, parce que quand, par exemple, ils prenaient une rançon, le système était simple, hein, elle arrivait à l'adresse qui était prévue ou annoncée pour la rançon, mais dans le centième de seconde où elle arrivait, elle repartait dans un autre endroit et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y avait 15, 20 changements successifs de sites en une seconde ou en 2 secondes, ce qui fait que derrière, on ne pouvait pas suivre. Et donc, ils arrivaient à sortir avec la rançon sans se faire prendre. Comme on a amélioré les technologies et qu'aujourd'hui, des gens comme l'ANSSI, les Français de l'ANSSI, surveillent ça de très près avec une autre groupe français qui s'appelle Tracfin, dans l'administration des finances, comme ils sont piégés, alors maintenant, ils fractionnent. C'est-à-dire que quand ça arrive, la rançon en bitcoin arrive quelque part, on la fait exploser en petits morceaux, tout de suite. Hein. S'il y a, mettons, 1 million, ils transforment en paquets de 100 ou de 1000, hein, et c'est ça qui est ventilé. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est absolument impossible de remonter. Vous voyez, j'ai oublié de vous dire un truc, là, c'était que en ce qui concerne les attaques, vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas remonter sur l'attaquant. Bien sûr, pour ne pas remonter sur l'attaquant, ça veut dire que vous avez mis des barrières. Les barrières, c'est ce qu'on appelle les bots, hein, les BOT. Hein, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle d'un ordinateur, évidemment qui n'est pas de chez nous, un autre ordinateur, on prend le contrôle de l'ordinateur. Depuis cet ordinateur asservi, on prend le contrôle d'un autre et on le fait 3 fois. Or, il est prouvé aujourd'hui que pratiquement, il est impossible de savoir qui a fait l'attaque après 3 changements successifs d'ordinateur asservi. On ne sait pas. Alors, les Américains vous disent toujours c'est les Chinois, maintenant, ou les Russes. Les Russes vous disent c'est les Américains, les Chinois vous disent c'est les Occidentaux. Bon, en réalité, personne n'en sait rien. Dans la plupart des cas. Pour pouvoir identifier, je vais vous donner un truc, pour pouvoir identifier une attaque, savoir d'où elle vient, c'est pas comme ça qu'on le sait, parce que c'est impossible. C'est en regardant les heures de travail. Si, par exemple, vous avez des attaques qui se passent le 2 juillet, le 4 juillet, pardon, le 4 juillet, date de la fête nationale américaine, hein, eh ben, c'est pas les Américains parce qu'ils sont tous au chômage.
Ils sont tous arrêtés. Si vous avez une attaque qui se fait le 14 juillet, en France, ne vous en faites pas, ce n'est pas les Français, parce que les Français, ils ne travaillent pas le 14 juillet. On arrive à repérer, de même qu'on arrive à repérer par les horaires de travail, une attaque qui se fait entre minuit et 2 heures du matin, hein, c'est pas parce que les gens ont choisi d'attaquer la nuit, c'est pas ça, ils s'en foutent, les systèmes sont pas ça. C'est parce que eux, dans leur pays, travaillent à cette heure-là. Ça veut dire que vous pouvez savoir, par les horaires d'attaque, à peu près dans quel coin du monde se trouvent les attaquants. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir. C'est vous dire qu'on est encore dans des paramètres très simples, parce qu'on ne sait pas véritablement identifier, sauf grosse faute, d'où viennent les attaques. Je vous dis ça parce que avec tout ce qu'on raconte dans la presse et partout, les gens disent n'importe quoi. Donc autant que vous le sachiez, comme ça vous pourrez même briller en société en étonnant tout le monde. Hein. Pour terminer, puis je vais répondre à vos questions, parce que j'ai quand même pas mal de choses, hein, je voulais aussi vous dire un chiffre qui va peut-être que vous ayez en tête. Hein. C'est que actuellement, chaque semaine, sortent 5 millions de virus nouveaux. Pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun fabricant de firewall, de système de sécurité, ne peut assurer la totalité de la sécurité parce qu'ils sont incapables de bloquer, de mettre en place des systèmes adaptés à une quantité pareille de virus. D'autant qu'il y a des virus classiques, mais il y a aussi des virus beaucoup plus intelligents qui se séparent en petits morceaux, qu'on envoie dans votre ordinateur et qui se reconstituent une fois qu'ils sont rentrés dans votre ordinateur. Très difficile de les voir. Il n'y a que par l'intelligence artificielle qu'on arrive à détecter ça. On n'arrive pas autrement. Nos systèmes ne fonctionnent pas autrement. Alors, donc, risque cyber, nous n'en sommes qu'au début. Parce qu'il est évident que c'est ce qui va devenir la principale problématique. Risque cyber, c'est en train de devenir le risque majeur dans les entreprises, vu ce que ça peut représenter. D'où la nécessité dans les entreprises de prendre en compte le risque cyber, et pour ça, de mettre en place un système de sécurité de l'entreprise qui soit adapté et qui reprenne tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez? C'est le seul moyen d'assurer dans le long terme le développement des entreprises, c'est le seul moyen d'assurer leur résilience s'ils ont un problème. Et ce que je vous ai dit sur l'entreprise, c'est exactement la même chose au niveau des États. Quand vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des professionnels arrivent à écouter les plus hautes autorités de l'État, qu'ils arrivent à rentrer dans les ministères, qu'ils arrivent à piquer des fichiers, hein, avec souvent d'ailleurs, parce qu'il y a des fautes, je vous disais tout à l'heure. Hein. Regardez par exemple, pendant la crise du Covid nous a permis de découvrir qu'il y avait un organisme qui s'appelle IQVIA, qui récupère auprès des pharmaciens toutes les données des gens qui vont dans les pharmacies. Alors, nous, on nous parle de protection des données. Ben, excusez-moi. Toutes vos données médicales qui arrivent dans la pharmacie, elles sont récupérées par cette société. Et cette société, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les vend. Elle les vend à qui? Elle les vend aux GAFAM, en l'occurrence à Bill Gates, parce que Bill Gates se passionne pour la santé, parce qu'il pense que c'est le prochain grand chantier sur lequel on pourra gagner beaucoup d'argent. Et donc, il rachète des données médicales dans le monde entier. Vous voyez? Eh bien, là, on a découvert ça par hasard pendant le Covid, mais personne n'avait imaginé, et personne n'avait pensé à mettre le moindre blocage en pensant que les pharmaciens, on allait leur dire, voilà, je te paye tant par ordonnance si tu me donnes une copie de toutes les ordonnances que tu as traitées dans la journée. Et par les ordonnances, on remonte sur chacun d'entre vous. Vous voyez? Donc, pour vous dire que je vois que dans cette bataille qu'on est en train de livrer et qui n'est pas finie, souvent, c'est aussi parce que nous ne faisons pas assez attention. Alors, et c'est le dernier point, on pourrait se dire, oui, mais et le droit là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Puisque là, je suis devant des éminents futurs juristes dans ce domaine.
Hein, et le droit là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il faut dire la vérité. Le droit français, aujourd'hui, est totalement inadapté par rapport à ces nouvelles réalités. Mais il n'y a pas que le droit, d'ailleurs. Hein, parce que sur le plan comptable, sur le plan de plein de choses, on a des problèmes nouveaux. Il va falloir, sous une forme ou sous une autre, qu'on mette en place de nouvelles règles. Alors ça ne se fera pas demain, mais ça va venir. Ça va venir sous la pression des événements, parce que nous n'avons pas le choix. Il va bien falloir à un moment prendre le problème sérieusement et le traiter. Parce que pour le moment, comme je vous l'ai dit, l'avantage, indiscutablement, est à l'attaquant par rapport à nous. Et ça, c'est un gros problème, et c'est le problème. Alors vous allez travailler là-dessus les uns et les autres, hein, dans toute votre formation, et vous verrez au fur et à mesure qu'effectivement, à chaque fois, on s'aperçoit que on est démunis, alors que pourtant il y a besoin. Ceci dit, les Américains sont guère mieux que nous, ils commencent à faire évoluer leurs droits. Hein. Les Chinois, c'est pas la même chose parce qu'eux, ils imposent, donc c'est beaucoup plus facile. Hein. Mais quand on reprend les alliés, si vous voulez, anglo-saxons, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de progrès par rapport à nous. Et pour le moment, les seules évolutions qui se font, c'est à travers le droit européen, à travers Bruxelles. Mais il y a un problème, c'est que les gens qui sont à Bruxelles ne sont pas forcément objectifs, parce que dans le droit tel qu'il est fait à Bruxelles, c'est le droit communautaire bruxellois, régulièrement avantage certains pays au détriment d'autres. Hein? Et il y a un pays, regardez, vous verrez, il y a un pays qui est toujours favorisé parce que c'est devenu le cœur de tout ce que je vous raconte au niveau européen, c'est l'Estonie. L'Estonie est le centre de l'OTAN pour les attaques cyber. Et à côté du centre de l'OTAN pour les attaques cyber, il y a quantité de choses qui se sont développées autour. Et donc, en Estonie, on peut faire un peu n'importe quoi ailleurs et on est très protégé. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple. Voilà, je vais arrêter là, puis je vais vous passer la parole parce que j'ai été très long et je m'en excuse, mais pour que vous puissiez poser des questions. Quels sont les risques pour les entreprises et quels sont les risques pour les États aussi, hein, parce que la Lituanie, dans le cas de la Lituanie par exemple, le problème c'était que c'est un pays dans lequel il y a une partie de la population qui est russe, hein, et le gouvernement, dans un effort pour montrer qu'il était pro-occidental, a déboulonné une statue de Lénine, hein, avec beaucoup de publicité là-dessus. Les Russes ont très mal pris ça en disant « mais vous ne respectez pas la minorité russe qui, elle, est attachée au personnage de Lénine. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir. » Et pendant 48 heures, ils ont coupé toute l'administration locale. Il n'y a plus rien eu. Donc, ils ont montré... C'est très intéressant parce que c'était la première fois qu'un pays faisait la démonstration de ce qu'on prépare au niveau des militaires, c'est-à-dire des attaques cyber pour paralyser une activité. À noter, les Américains ont fait la même chose quand il y a eu, certains peuvent s'en souvenir, quand la société Sony à Los Angeles avait fait un film sur un modèle de démocratie et de liberté, le dictateur nord-coréen, Kim Jong, hein, et évidemment, c'était un film où il disait que c'était un drôle de bonhomme, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et les Nord-Coréens n'ont pas du tout apprécié qu'on fasse un film sur... donc, ils ont attaqué Sony. C'est-à-dire qu'ils ont fait une attaque à distance et ils ont démoli complètement, ils ont grillé tout ce qu'il y avait chez Sony par une attaque à distance informatique. Donc, tout ce qui était informatique a été touché. Entre parenthèses, on avait eu la même chose en France, sur TV5, avec une attaque prétendument de Daesh, hein, et qui avait fait apparaître des drapeaux de Daesh sur TV5, la télévision française. Hein. Ils en avaient profité pour griller toutes les caméras. Tous les systèmes électroniques des caméras avaient été grillés. Enfin, ça a coûté extrêmement cher. Bon, c'était pas Daesh d'ailleurs, c'était Kozybir. Kozybir, c'est un groupe de hackers russes qui avait fait ça, sous-traité par Daesh. Daesh les avait payés pour faire une attaque contre les Français. Bon, je dis ça pour la petite histoire.
Donc pour revenir, il y a cette histoire de Lituanie, et après il y a eu donc l'affaire nord-coréenne. Ce qui est intéressant, c'est que 2 mois, à peu près un peu plus de 2 mois, après l'attaque nord-coréenne contre Sony, il y a une ville de... Alors, est-ce que c'est 250 000, 300 000 habitants? On ne sait pas très bien ce qui se passe en Corée du Nord. Mais il y a eu une ville entière qui a été bloquée pendant 12 heures. Tout s'est arrêté. Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Tout s'est arrêté. Alors, imaginez quand vous êtes dans l'ascenseur et que vous êtes bloqué pendant 12 heures. Imaginez ce qui se passe dans une ville comme Nice, il n'y a plus de feu rouge. Imaginez dans une ville comme Nice, si en plus vos GPS ne marquent plus les bons tournants et tout ça, parce qu'il y a une erreur de 100 mètres. Et là, vous vous rendez compte que ça peut créer un chaos indescriptible. C'est ça qui a été fait. Donc c'est très intéressant parce que c'est par rapport à l'attaque de l'administration en Lituanie par les Russes, là, ils ont été beaucoup plus loin, ils ont carrément bloqué la ville. Et aujourd'hui, tous les militaires travaillent sur la possibilité de bloquer une capitale, par exemple, ou une très grande ville, parce que ça poserait des problèmes terribles. Donc là, oui, on est dans des problèmes très sérieux sur lesquels il faut effectivement réagir. Alors, vous aviez dit avant, vous m'aviez dit un autre point que vous aviez évoqué, parce que là, je vous ai parlé de la... C'est votre opinion sur cette prise en compte de la gestion du risque cyber par les entreprises publiques? C'est ça. Alors, sur le plan du risque cyber, les Français, paradoxalement, parce qu'on n'est pas mauvais, les Français, hein, et on a sur le plan cyber, on a d'excellents professionnels. Le problème, c'est que nos professionnels, ils sont récupérés par des pays étrangers parce ils sont mieux payés ailleurs, ils peuvent monter leur société ailleurs beaucoup plus facilement. Donc, si vous voulez, il y a une attractivité d'autres pays qui fait qu'on en perd beaucoup de nos professionnels. Mais il y a une vraie capacité, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est que l'État a bien compris quand même qu'il y avait des risques. Donc, il a compris que les entreprises d'État ou les entreprises qu'on appelle, nous, les organisations d'importance vitale, c'est-à-dire celles qui ont un impact sur la vie de la France et des Français, un impact réel. Bon, ces OIV, dont le nombre est tenu secret, sinon je vous l'aurais donné, mais on ne peut pas le dire, mais qui est quand même assez important, hein. Eh bien, ces sociétés ont des obligations de mettre en place des systèmes de protection cyber, et c'est le secrétaire général de la Défense nationale qui leur donne les points sur lesquels ils doivent améliorer leur technique, et leurs données, leur matériel et autres. Donc oui, il y a une volonté réelle de mettre en place des systèmes de sécurité. Mais ne rêvons pas, quand vous êtes face à des très grands professionnels comme les Américains de la NSA, les Chinois ou les Russes, hein, c'est extrêmement difficile d'arriver à tout bloquer. On arrive à rentrer. On met du temps. Vous savez, c'est comme quand on a un cambriolage, hein. Si vous avez une porte avec une clé simple, évidemment, on rentre facile. Si vous avez toute une série de clés et qu'il faut mettre 4 heures pour rentrer, vous dites « je suis sauvé, ils ne rentreront pas chez moi ». C'est pas vrai. Ce qui se passera, c'est que le cambrioleur, il ira d'abord là où c'est le plus facile, parce que c'est quand même plus simple, hein. Mais s'il pense que chez vous, c'est très intéressant, il trouvera le moyen de passer 4 heures et d'ouvrir chez vous. Donc il n'y a pas de citadelle imprenable. Comme le disait un grand militaire il y a 200 ans, il n'y a que des citadelles mal assiégées. Pas l'oublier. Donc ne croyez pas qu'on peut tout protéger, ce n'est pas vrai. Si vous êtes en face de gens très forts, ils rentreront, c'est clair. Mais vous pouvez leur rendre la vie impossible. Parce que même quand ils rentrent, si vous avez segmenté, si vous avez mis des sécurités intérieures, si tout ne se mélange pas, ah ben ça va être très dur pour eux. Et plus ce sera dur, et mieux vous en porterez. C'est clair. Donc il faut faire un équilibre entre ne pas trop compliquer, mais d'un autre côté, suffisamment pour gêner ceux qui viennent voir ce qui se passe chez vous. Si vous êtes dans le domaine de la défense, la réponse est oui, non, théoriquement. Je suis prudent quand même, hein. Dans le domaine de la défense, les petites entreprises, comme on sait qu'elles peuvent être la cible d'attaques étrangères,
on les conseille et normalement on les aide. Et les grandes entreprises avec qui elles travaillent ont aussi mission de les accompagner. Hein. Dans la défense. Dans le reste, c'est une catastrophe. Si vous voulez, il y a les chambres de commerce qui vont vous faire un amphi pour vous dire, vous savez, vous devriez faire ça. Vous avez des... Mais c'est pas... Il y a pas... Tant que, vous savez, dans les entreprises, quand vous êtes tiraillé entre vos moyens financiers et les investissements à faire, vous ne faites des investissements que si vous êtes convaincu de leur utilité. Un investissement de protection cyber, par exemple, la plupart des gens pensent que ce n'est pas la peine parce que le vendeur de votre ordinateur, de vos portables, d'un système de sécurité ou autre, ou le gars du cloud, c'est encore pire, va vous dire « avec nous, il n'y a aucun problème ». Vous savez, c'est l'histoire de tout est chiffré. Moi, je suis fasciné, par l'histoire de... Regardez, WhatsApp. Il y a eu un moment, tout le monde vous disait, alors, le nombre de gens qui sont passés sur WhatsApp pour ne pas être écoutés. Bon, c'est fascinant quand même, hein. Bon, et on vous disait, tout est crypté. Bon, très bien. Après, quand Zuckerberg et les autres ont dit, ah oui, mais nous, on regarde quand même sur WhatsApp tout ce qu'il y a, on a dit, oh, scandale. Alors, ils sont tous passés, ou tout le monde est passé sur Signal. Ça, c'était le grand truc. Bon. Et puis, il y en a d'autres qui sont passés sur Telegram. D'accord ? Bon. Alors maintenant, moi, je vais vous expliquer un truc. La loi, dans tous les pays du monde, exige que si vous utilisez un système crypté, vous vendez un système crypté, vous en donnez la clé à l'État pour qu'il puisse, lui, pour ses services, surveiller ce qui se dit à travers tout ce qui est codé par votre système de codage. OK ? Bon. Alors, quand vous êtes sur WhatsApp, c'est américain. Donc la NSA, elle peut déchiffrer, mais elle a le code, donc elle lit, comme vous lisez une lettre normale, tout ce que vous échangez sur WhatsApp. Alors vous me direz, je m'en fous, je suis français. D'accord. Mais si vous êtes dans une entreprise et que vous travaillez avec les États-Unis, ça peut poser problème de savoir que les Américains savent tout ce que vous écrivez, les échanges que vous avez entre vos collaborateurs, hein, et que, en plus, comme aux États-Unis, la règle, c'est qu'on passe les informations aux entreprises si ça peut leur être utile. Donc, ils vont passer aux entreprises toutes les infos que vous êtes en train d'échanger sur la négociation ou le contrat. Alors, bien sûr, il y en a d'autres qui me disent « Ah oui, moi, je suis plus malin. Moi, c'est pas WhatsApp. Je suis sur Telegram. » Ah ! Alors, Telegram, c'est les Russes. Même chose. Les Russes lisent en clair tout ce que vous mettez sur Telegram. OK ? Alors après, il y a eu cette vague en disant « Oh là là, WhatsApp, c'est épouvantable, je vais sur Signal. » Et j'ai vu dans les journaux français, Signal, c'est beaucoup mieux. Mais de qui se moque-t-on ? C'est américain. Donc, ils ont les codes. Vous voyez ? Hein ? De même qu'en France, vous avez Scred, par exemple, qui est le plus performant en France, c'est Scred. Personne ne connaît, mais c'est pareil. Il ne faut pas rêver, les codes, ils sont entre les mains. Oui, excusez-moi, c'est clair, hein. Donc, il ne faut pas se leurrer. Par contre, est-ce que moi, je voudrais répondre à votre question. Par contre, ce qu'il faut se dire dans ces cas-là, c'est que quand on est comme nous, les Français, et qu'on n'a pas les moyens de développer des genres de choses, il faut être intelligent. Si je travaille avec les Américains, je vais utiliser Telegram, parce qu'eux, ils n'ont pas accès à Telegram. Si je travaille avec les Russes, je vais utiliser WhatsApp ou Signal, parce qu'ils n'ont pas accès. Vous voyez ? Mais si je dois travailler avec les uns, avec les autres, eh ben à ce moment-là, j'ai intérêt à trouver un autre système qu'un système chiffré qui dépend d'eux. Si en France, on sait qu'on n'est pas protégé sur un certain nombre de choses, ou si on sait que les informations qu'on stocke ici, elles sont protégées chez nous, mais qu'elles peuvent être utilisées ailleurs. À ce moment-là, vous allez prendre un certain nombre de mesures vous-même de sécurité qui font que vous ne vous ferez pas prendre. Mais c'est simple, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand on donne aux entreprises, par exemple, hein, c'est quand j'étais à l'intelligence économique, c'est ce que je disais aux entreprises françaises. C'est quand vous faites une négociation à l'étranger, vous savez que tout va être écouté. Donc, comment faire alors que vous êtes écouté et que vous ne l'éviterez pas?
Comment faire pour vous en sortir? C'est extrêmement simple. C'est de varier, je dirais, les plaisirs. C'est-à-dire, par exemple, j'envoie un projet de contrat. Mon projet de contrat, je l'envoie sur Internet. Je sais que ça va être intercepté, que mes gars d'en face, ils vont l'avoir. Très bien. Sur une messagerie cryptée, sans aucune référence, bien sûr, au contrat lui-même, avec simplement un nom de code, je vais donner les chiffres. La liste des chiffres qu'il faut mettre dans le contrat parce qu'ils n'y sont pas. Et par téléphone, smartphone, hein, je vais donner les noms. Tiens, ça concerne monsieur machin et monsieur machin. En face, tous les services du monde et toutes les boîtes du monde qui font de l'espionnage, du contrôle, de tout ce que vous voudrez, ne sont pas capables de croiser tout ça en 8 jours. C'est pas vrai. Il faut des semaines et des mois. Donc vous êtes tranquille. Pour votre négociation, vous êtes tranquille. Ils découvriront la vérité quand vous aurez déjà signé ou vous aurez échoué. Vous voyez, c'est ça. Pour vous montrer un autre exemple, à titre personnel, moi je suis frappé là, hein, sur les réseaux sociaux, bon, c'est fantastique ce que les gens peuvent raconter. Moi je vois y compris dans ma propre famille, hein, ne croyez pas que je sois à part, hein, je suis comme tout le monde. Vous avez des gens qui disent « Oh, on a fait une fête d'enfer hein, ce vendredi dernier. » Bon, alors, quand c'est pas une beuverie comme où c'est le premier qui tombe, bon, avec les photos, ça c'est pas bon du tout, parce que les photos, comme je vous ai dit, il y a bien un coin du monde où elles vont être stockées. Et le jour où vous serez en campagne présidentielle, on vous ressortira les photos. Si un jour vous êtes en campagne présidentielle, on vous ressortira les photos en disant, vous vous souvenez à 18 ans ou à 20 ans, hein, comment vous étiez? Ça, c'est pas bon. Mais c'est pas ça qui est le plus grave. C'est que vous mettez des photos de chez vous. Normal. C'est normal, c'est sympa. Bon. Si vous avez des choses de valeur, est-ce que vous savez que les cambrioleurs, aujourd'hui en France, les bons, je ne parle pas des rigolos, hein, je parle des vrais professionnels, hein, ils passent leur temps avec, ils ont des logiciels de scan, ils scannent tous les réseaux sociaux pour voir les photos, des maisons et des appartements. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de valeur, un tableau, un meuble ou n'importe quoi, crac, ils le repèrent. Ils disent ça, très bien, ok. Et puis régulièrement, ils voient leurs petits copains receleurs et ils disent, dis donc, combien ça vaut ça? Un type dit, ah ben ça c'est une armoire machin, ça vaut tant. Ça c'est un tableau d'un tel, ça vaut tant. Ça c'est un, je sais pas moi, un vase Ming, ça vaut tant. Ok. Donc, les voyous, ils accumulent les infos. Et puis ils repèrent comme ça des endroits, ils vont récupérer un truc ou un autre dont ils savent que ça vaut de l'argent et ils savent que donc, ça se vend bien hein, et ils savent où c'est. Alors après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste, une fois que vous êtes identifié comme habitant cet appartement, ou cette villa, ou ce que vous voudrez, il reste une chose à faire. Très simple. Regardez quand vous allez annoncer que vous partez en vacances. Tout le monde le fait, hein. Formidable, j'ai eu 15 jours de vacances, je pars, je ne sais pas où. Alors vous, à Nice, c'est un peu plus difficile, parce qu'on ne part pas d'ici si facilement que d'ailleurs. Mais pour le Parisien qui dit formidable, je pars à Nice pour 15 jours. Eh bien, pour le voyou, il sait que pendant 15 jours, il peut y aller, il va pouvoir ouvrir la porte et piquer le matériel. Et d'autant plus qu'il va aller, il ne va pas vous piquer tout comme avant, les types, ils piquaient tout, c'est fini maintenant ça. Il va venir, il va vous prendre la chose dont il sait qu'il peut la vendre, il va aller voir le receleur en sortant, il va tout de suite lui vendre et toucher l'argent parce que l'autre, ça l'intéresse. 6 heures après l'attaque, il n'y a plus aucune trace de ce qu'on vous a volé. Et vous allez rentrer après les vacances et dites, mais comment ils sont rentrés chez moi, ils m'ont piqué ça? Bah oui. Ben, c'est pas eux qui sont coupables, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez donné toutes les opportunités pour qu'ils le fassent. Il y a un apprentissage à faire pour qu'on ait certains réflexes de sécurité par rapport au risque cyber. Et ça s'acquiert avec le temps, avec la formation, avec la sensibilisation. Par exemple, ce que je vous disais, si vous êtes chez vous, faites des photos chez vous, aucun problème de faire des photos. Mais prenez un truc où il n'y a pas grand-chose.
Enfin, vous savez s'il y a quelque chose, ça dépend des endroits en plus. Il y a des appartements, il y a des choses de valeur, d'autres, il n'y en a pas. Si vous avez que du Formica ou de l'Ikea chez vous, vous pouvez y aller, vous pouvez faire toutes les photos que vous voulez, c'est pas grave. Hein. Mais si vous avez aussi une voiture, moi je vois il y a des gens qui montrent j'ai acheté, je sais pas, une Ferrari, une Testarossa pour pas cher, hein, parce que je vais la retaper en carrosserie et tout. Très bien. Bon. Mais le simple fait de montrer la photo de la voiture et le garage où elle est, l'RGPD, si vous voulez, c'est... D'abord, il faut le dire, quand on fait les choses bien, il faut quand même qu'on le dise. Hein, la RGPD, c'est une invention française qu'on a fait passer au niveau européen parce que tout le monde a compris l'intérêt de la RGPD, ça tout le monde l'a compris, et avec quelques difficultés, maintenant, c'est devenu effectivement actif au niveau européen. C'est-à-dire que tout le monde doit respecter la RGPD. Les entreprises sont tenues de respecter la RGPD, hein, et tout le monde. Hein. Bon. Il peut y avoir des entreprises qui ne le font pas, mais si elles se font prendre par les contrôles, eh ben, elles seront condamnées. Donc il n'y a pas de doute. En Europe, l'RGPD fonctionne de mieux en mieux, hein, et les contrôles sont de plus en plus efficaces. Donc je crois que c'est vraiment, on peut dire, que la RGPD, c'est une réussite au niveau européen. À tel point que les Américains, qui sont pour la liberté de données, puisqu'il y a une grande différence, comme vous savez, entre les Européens et les Américains, pour les Européens, une donnée est toujours une donnée personnelle, alors que pour l'Américain, dès que vous la mettez sur Internet, elle est plus personnelle. Il n'empêche qu'ils ont trouvé la RGPD quelque chose d'intelligent et qu'ils sont en train d'étudier une loi aux États-Unis qui sera un peu différente pour la raison que je viens de vous dire, mais qui fonctionnera quand même. Donc, ça se met en place, si vous voulez, progressivement. Mais les Chinois aussi en parlent de faire la RGPD aussi. Donc, tout le monde a dit, dans le fond, c'est pas mal pour protéger nos données. Donc, c'est bien, c'est un progrès indiscutable par rapport à avant, où c'était la loi de la jungle. Hein. Mais n'oubliez pas quand même qu'il suffit qu'il y ait un pays dans le monde qui n'applique pas la RGPD et qui héberge une société voyou ou un service voyou, hein, ça suffit pour pouvoir stocker vos informations. Mais normalement, s'ils s'adressent aux Européens, ils sont supposés l'appliquer, non ? Ah non, mais attendez, mais si je suis... Alors, je vais vous prendre... Si je suis une société malienne, pourquoi voulez-vous que j'applique une loi européenne ? Je suis au Mali, au centre de l'Afrique. Et si je stocke au Mali les informations que j'ai recueillies en Europe, on va me dire, si vous venez en Europe, je vais vous poursuivre. Mais si je reste au Mali, qu'est-ce que je risque ? Rien du tout. Et les informations que j'ai recueillies, moi, je peux les vendre à des voyous, à des sociétés, à des États ou à d'autres. Donc c'est ça le truc, si vous voulez. Il faut bien prendre conscience que notre système est protecteur et il faut s'en réjouir, mais que l'Internet n'ayant pas de frontières, vous pouvez toujours avoir ailleurs quelqu'un qui va stocker ces données contre lesquelles vous ne pourrez rien faire. Aux États-Unis, il y a les sociétés d'assurance qui ont pris conscience aussi du risque et puis des problèmes et puis des demandes aussi, hein, on commence à rembourser beaucoup dans les attaques informatiques, mais avec des limites qui sont imposées par l'État. Parce que faut-il rembourser une entreprise qui a payé une rançon ? Alors que payer une rançon, c'est illégal. Ben oui. Vous voyez ? Or, le ransomware, c'est bien ça. Donc, prendre une assurance sur le ransomware, par exemple, et vous pouvez en trouver, hein, qui font ça, c'est illégal par rapport aux lois américaines qui interdisent de payer des rançons. Oui. Et à ce propos, vous avez parlé de l'entreprise pétrolière aux États-Unis, en Californie, Oui. qui s'est fait pirater un pipeline, qui a payé... Ben oui, mais elle s'est fait taper sur les doigts, d'ailleurs. Croyez bien. Mais eux, ils ont dit, mais c'est toujours la même histoire. L'entreprise dit, mais attendez, moi, si je ne peux pas remettre l'essence, comment je fais ? C'est comme nous, si vous voulez. Je vous donne un autre exemple, pour la France. Exemple vrai, hein, c'est le CHU de Lille. Alors, le CHU, hôpital. Bon. Il y a eu une attaque de hackers sur le bien faite, très bien faite. Hein. Bon, comment ça s'est passé ? 6 heures du matin, quand les infirmières et les médecins commencent à arriver
pour préparer à la fois les opérations de la matinée et puis faire la tournée des malades à 7 heures pour leur donner leurs médicaments. Ils arrivent, tous les écrans sont noirs. Comment on fait? On ne sait plus les médicaments qu'il faut donner aux malades. On n'a plus aucune notion, on ne sait même plus le nom des malades, puisque maintenant, tout est informatisé. Les médecins, ils ont des gens qui attendent pour être opérés, ils ne savent pas de quoi il faut les opérer. En plus, les appareils ne marchent plus. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Le directeur de l'hôpital, lui, il voit à son apparaître un message disant « Si vous payez tant, on vous remet tout ». Alors, bien sûr, il appelle la police. Hein, et il dit « Voilà ce qui arrive ». Alors, la police arrive et dit « Surtout, ne payez pas de rançon ». Et le type, il dit « Mais si dans 2 heures, je n'ai pas donné les médicaments, je vais avoir X morts ». Et qu'est-ce que vous faites, là, si vous êtes le directeur? Entre la police qui vous dit « Surtout, ne payez pas », et les morts, avec ce que, en France en particulier, mais partout ailleurs aussi, tout ce qui va vous tomber dessus derrière, eh bien, vous payez, évidemment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le CHU de Lille a payé. Et il y en a 2 autres depuis qui ont payé aussi. Vous voyez? Parce que là, il n'y a pas... Donc c'est ça. Quand vous êtes dans un engrenage pareil, même là, vous êtes coincé, si vous laissez la morale, les problèmes et autres. Là, la loi, vous êtes piégé même. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez à côté des gens de la police ou de la préfecture qui soient là et qui vous empêchent de faire quoi que ce soit en disant, hein, comme on fait sur les bateaux, quand le capitaine dit « je prends », c'est-à-dire « y allez, c'est plus vous qui commandez, c'est moi ». Mais je vous signale quand même qu'en responsabilité, le directeur reste le directeur. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, devant la loi, c'est lui qui reste le directeur. Donc en dernier ressort, il peut dire lui, ben, je vais me faire condamner, mais je le fais quand même. Vous voyez, donc c'est très compliqué. On est dans des situations juridiques hein, très complexes, il ne faut pas croire. Hein. Imaginez l'Europe qui va dire, il dit aux Chinois ou aux Africains ou à ce qu'ils voudraient, hein, vous devez faire ça. Dans d'autres endroits, ça s'appelle du colonialisme. De quel droit vous allez imposer à d'autres pays dans le monde votre vision sous prétexte que vous pensez qu'elle est la bonne? Vous n'avez pas le droit. Mais pourquoi alors on ne travaille pas sur le Ah ben là, non, ben c'est ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe. Quand je disais tout à l'heure, quand les Américains disent les RGPD, c'est astucieux, on va l'adapter, mais on va l'utiliser, il est évident que le jour où l'Europe et les États-Unis et les Canada auront la RGPD, une RGPD, si je peux dire, vous verrez qu'en 20 ans, la RGPD, elle va arriver partout. Hein. C'est l'histoire de la corruption. Hein. Quand les Américains, pour faire oublier qu'ils avaient été les plus grands corrupteurs, ont lancé la loi anticorruption au niveau international, hein, avec l'OCDE, il n'y a que 30 pays dans le monde qui ont signé, hein, dans les années 90. Hein. Bon, 30, c'est tout. Tous les autres disaient, nous, pas question. Et puis après, il y a eu l'ONU qui a pris le truc et on est arrivé à un accord sur la corruption signé par à peu près 105 pays. C'est déjà plus, en gros, la moitié du monde. C'est déjà pas pareil. Et du coup, on voit bien maintenant que la lutte anticorruption, elle a quand même considérablement progressé. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des pays où ça continue, mais il y a d'énormes progrès. Et donc oui, vous avez tout à fait raison. Progressivement, les choses vont s'améliorer, mais quand on est au début, ben, il faut être patient et il faut être prudent, parce qu'il y a des points entiers sur lesquels ça ne marche pas. Aujourd'hui, on disait tout à l'heure, les entreprises apprennent dans nos pays, hein, les entreprises apprennent de plus en plus à gérer les problèmes et à respecter, bien sûr, et en respectant les lois. Donc, par exemple, pour la RGPD, les entreprises s'y mettent. Et les salariés ou les employés, les gens qui sont dans les entreprises, apprennent aussi, parce qu'ils sont informés, ils connaissent leurs droits, enfin, en moyenne. Hein, ils connaissent leurs droits, ou on leur apprend leurs droits. Et donc, tout ça, c'est un système vertueux qui se met en marche. Mais si vous voulez, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il faut toujours se dire, lorsqu'on est dans ce monde du numérique et du cyber, dans le cyberespace, si vous voulez, c'est que on peut être très vertueux dans toute une zone du monde hein, et pour un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble du monde est vertueux. Et tant qu'il reste un endroit où il peut y avoir des problèmes, le problème n'est pas solutionné. C'est ça, si vous voulez, ce que je voudrais vous faire ressentir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en appliquant, par exemple, au niveau européen une règle, on ne réduit pas considérablement déjà les problèmes, bien entendu. Hein.
sur le ransomware, je pense qu'il y a plusieurs choses, si vous voulez. C'est d'abord, bon, il faut quand même mettre en place des systèmes de sécurité pour éviter que ça vous arrive, quand même. Hein. Bon. Mais il y a aussi le fait qu'il faut s'organiser, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut s'organiser pour que, si ça vous tombe dessus, que vous ayez des solutions de sauvegarde, si je peux dire. Hein. Enfin, justement, en sauvegarde. Si vous avez en permanence une copie de tout ce que vous faites sur un autre endroit, il vous pirate votre site, ok, mais vous avez l'autre à côté, le site miroir, qui lui va fonctionner. À ce moment-là, votre ransomware, vous n'avez pas besoin. Vous voyez? Vous direz, allez vous faire voir, parce que moi, j'ai un deuxième site. Mais ça coûte tellement d'argent d'avoir un deuxième truc complexe, c'est pas possible. Bon. Donc, il faut faire un choix. Vous voyez? Bon. Il y a aussi le fait qu'il faut, on le dit sur la notion du secret. Ce qui est frappant, si vous voulez, dans les entreprises, c'est qu'on n'a pas la conscience du secret. Alors, chez les militaires, on l'a probablement un peu trop. Encore qu'on va améliorer un peu ça maintenant. Mais on l'a trop, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses secrètes. Hein, vous savez, chez les militaires, je dis ça devant des spécialistes, mais par exemple, ça est supprimé. Hein, on avait la diffusion restreinte. Diffusion restreinte, ça ne doit pas être communiqué, à part ceux qui devaient en connaître. Hein. Bon, mais diffusion restreinte, par exemple, les repas à la cantine de la caserne. Pour moi, ce n'est pas un secret, on s'en fout de les repas à la cantine. Vous voyez? N'empêche, c'était tamponné. Par contre, il y a des choses qui n'étaient pas assez secrètes. Hein, parce que ça ne devrait pas sortir. Dans une entreprise, quand vous dites aux gens, qu'est-ce qui est secret dans votre entreprise? Alors on vous dit, c'est quoi qu'il faut être secret? Vous dites bien, quel est le domaine qui, s'il est révélé à l'extérieur, tue votre entreprise? Alors là, ils vont commencer à réfléchir. Il y en a qui vont vous dire, ben moi, c'est mon fichier client. Moi, c'est mes recettes. Ah ben moi, c'est mon cuistot. Le restaurant, il va dire, moi, c'est mon cuistot parce que c'est lui qui me fait avoir les étoiles et ma réputation. Chacun va vous trouver quelque chose. Cette partie secrète-là, ça, il faut la protéger par tous les moyens. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas que ça puisse être touché. Donc si le ransomware, par exemple, il s'exerce, il peut remonter partout dans l'entreprise, il y a une partie, il ne doit pas pouvoir rentrer dedans. Et c'est ça qui vous sauve. Vous voyez? Par exemple, si vous avez des recettes, alors, toutes les entreprises, les grandes entreprises, elles ont le cahier des recettes, hein, le laboratoire de recherche, et toutes les recettes des produits qu'ils fabriquent. En théorie, c'est ce qu'ils devraient faire. Toutes les recettes devraient être stockées, bien sûr, dans un ordinateur, mais isolées de tout le reste, qui ne soient pas connectés à Internet, qui soient connectés à rien, où on ne rentre qu'en ayant les codes. Vous voyez? Seules les personnes autorisées peuvent rentrer en ayant les codes. À ce moment-là, le gars, l'attaquant, si vous voulez, il vous fait une demande de rançon, mais comme l'essentiel, vous l'avez préservé, vous allez négocier de manière différente. Je prends mon exemple du CHU. Une des solutions qu'on leur a données au CHU, c'est qu'ils aient des réseaux informatiques différents pour les opérations, toute la partie opération, la partie malade en traitement, hein, et la partie visite, et la partie gestion. Hein. En disant, si vous avez séparé, ils vont attaquer, mais ils ne pourront pas tout attaquer en même temps, donc ils vont attaquer un truc. Bon, vous ne pourrez pas opérer. Bon, vous aurez un problème avec les malades, mais le reste fonctionnera. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est ça le truc. La petite entreprise, elle est beaucoup plus fragile parce qu'elle est petite et qu'elle n'a pas les moyens d'investir, de mettre en place, de mettre une direction de sécurité. Ils n'ont pas ça. Donc, raison de plus pour qu'eux, ils apprennent à protéger l'essentiel, qui est beaucoup plus petit, donc plus facile à protéger. Si mon entreprise, je suis fournisseur, je prends la défense, hein, si je suis fournisseur d'une pièce particulière, bon, eh ben, je peux protéger cette pièce en question, je peux protéger le plan ou autre, parce que c'est simplement un plan que je vais garder, que je vais pas mettre en numérique. Ou s'il est en numérique, je vais le mettre, comme je dis tout à l'heure, je le mets sur mon ordinateur portable non connecté au réseau central. Petite entreprise, elle peut garder les choses sur son ordinateur. Hein. Et là, si vous ne le branchez pas sur Internet, le hacker, il ne rentre pas si vous n'êtes pas branché sur Internet. Il ne faut pas non plus oublier. Hein. C'est par les interconnexions qu'il va rentrer.
Donc si vous avez quelque chose, donc c'est là. Donc c'est souvent des choses très simples qu'il faut faire. Vous savez, la cyber, c'est à la fois un monde d'une complexité folle et qui progresse tout le temps, mais en même temps dans lequel c'est souvent des réactions ou des protections les plus simples qui marchent le mieux. Hein? Et comme je vous disais tout à l'heure, le drame, c'est que 90% des attaques réussissent parce qu'un membre de l'équipe, du personnel ou autre, a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Mais ceci dit, on a en face de nous des gens très intelligents et très bons. Hein. Moi, l'autre jour, j'ai reçu un truc qui était une copie des impôts, mais j'étais fasciné. Pourtant, j'ai l'habitude. J'ai dit, c'est sûr que c'est un truc d'info, mais j'ai mis 10 minutes à identifier que c'était un faux. Je vous garantis que c'était parfait. Il y avait une erreur, il fallait la chercher, hein, et il fallait connaître l'administration. Bon, je comprends très bien que la plupart des gens, ils appuient sur le bouton et c'est fini. Ils se sont fait piéger. Hein. Ça fait partie du jeu. Mais si vous avez à ce moment-là, oui, un bon système de sécurité, il va quand même vous alerter en vous disant attention, il y a quelque chose. Donc même si votre ordinateur vient d'être pollué, hein, ou vient d'être hacké, de toute manière, vous avez déjà un truc. Et si vous êtes dans une entreprise, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller voir tout de suite les responsables. Ils ont dit il s'est passé quelque chose, voilà. Et eux, ils sauront faire. Le problème des entreprises, c'est que dans un but d'améliorer l'organisation, on a fait évoluer les systèmes pour simplifier. On simplifie tout grâce au numérique. Hein. On simplifie tout. Grâce à l'Internet, on simplifie tout parce que ça permet de stocker dans un endroit, dans un autre, d'envoyer des données d'un côté, de l'autre. Donc c'est vrai qu'on est dans un système où on a l'envie d'aller plus vite, mieux, moins cher. Tout joue là-dedans. Hein. Mais en permanence, on est confronté à un risque cyber qui, lui, va tirer parti justement de ce besoin. Parce qu'en face, ils savent très bien ce qu'on a besoin. Ils ne sont pas fous, hein. Donc parce qu'ils sont comme nous. Hein. D'ailleurs, vous savez, les hackers, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, les white hats et les black hats, comme on les appelle, hein, entre ceux qui font métier d'aider les entreprises et les États et puis ceux qui aident les voyous, moi, je vais vous dire, je ne veux pas casser l'image des white hats vertueux et des black hats épouvantables, mais en réalité, la plupart d'entre eux, ils oscillent d'un côté et de l'autre en fonction des risques et de l'argent qu'ils gagnent. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Si vous voulez vous protéger, il y a les outils, il y a tout droit, mais il y a essentiellement une formation, une sensibilisation du personnel, et vous allez réduire considérablement le risque général. En plus, alors sur la banque, on en parlait tout à l'heure, en plus sur la banque, vous avez la blockchain qui est en train d'arriver, qui va aussi bouleverser tous les systèmes de contrôle. Et ça aussi, il va falloir apprendre. Il va falloir qu'on apprenne à utiliser la blockchain. Hein, je sais que vous en parlerez. Hein, parce que c'est véritablement un élément qui va complètement changer notre mode d'appréhension de la sécurité sur les papiers, sur tout ça. Les notaires, ils travaillent dessus aussi. Tout le monde travaille sur la blockchain. Hein. Bon. Et ça va déboucher sur plein de choses. Mais je fais confiance aux voyous et aux services des États, d'ailleurs, hein, pour trouver des parades et pour essayer de contourner l'obstacle quand ils pourront. Hein. Mais justement, une fois de plus, il faudra qu'on travaille pour se préparer à ça, et c'est de la formation. Quand on est dans ce qu'on appelle les organisations d'importance vitale, des sociétés vitales pour ce pays, soit par le nombre de salariés, soit par les activités de production qu'ils mènent ou pour autre chose. Bon, là, l'État s'en occupe. Dans le monde de l'automobile, il y a des domaines sur lesquels l'État s'intéresse actuellement, c'est sûr. Il y en a d'autres moins, parce que l'État ne peut pas s'occuper de tout. Hein. Alors sinon, c'est plus un État comme le nôtre. Hein. Bon, donc, il y a un choix qui est fait, on ne peut pas s'occuper de tout. Mais ça n'empêche que les grandes entreprises et les petites entreprises d'un domaine particulier se doivent de travailler ensemble pour améliorer la sécurité de leur domaine. Quand l'automobile française, hein, que ce soit Renault, Peugeot ou autre, aujourd'hui, indiscutablement, dans la grande bataille mondiale sur l'automobile, vous avez les Allemands qui font la course en tête en Europe, hein, sur le plan technique, hein, je parle sur le plan de la recherche technique, mais vous avez les Chinois qui investissent à tour de bras, beaucoup plus que les Japonais. C'est les Japonais qui perdent pied actuellement. Hein.
et les Chinois prennent de l'avance, puisque les Chinois sont en train de travailler sur des voitures à moteur à hydrogène. Hein, les Allemands commencent à regarder. Nous, on est à des années-lumière, hein, il faut être honnête. Or, c'est ça qui va arriver. Le moteur à hydrogène, c'est ça qui va remplacer tout le reste. Hein. L'électrique, c'est une période intermédiaire. C'est l'hydrogène qui sera l'énergie de l'avenir. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde est d'accord. Chez les professionnels hein, qui étudient l'évolution, il n'y a pas. Alors, les écolos ne sont pas d'accord, parce que eux, parce qu'ils disent il faudra pour avoir de l'hydrogène, il faudra faire des transformations. Mais ils oublient que pour l'électrique, on utilise des terres rares, la pollution des terres rares, il faut ensuite ce qui est. Bon, enfin, bref, je vais refaire les détails, vous connaissez le problème. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut que les gens se serrent les coudes pour se protéger par rapport à l'intérêt qu'ont les autres. Les entreprises françaises automobiles ne sont pas si menacées que ça, parce qu'elles ne sont pas considérées comme très performantes par les deux qui font la course en tête, les Chinois et les Allemands. Ça, c'est clair. Alors, c'est un peu déplaisant pour la France, bien sûr. On aimerait, au contraire, parce que c'est plutôt bon signe. Si les gens vous poursuivent et essaient de vous piquer vos technologies, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Bon, soyons honnêtes, pas dans l'automobile.